Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Alors, chez Artefacto, j'ai occupé 3 postes en 4 ans. Et en fait, à partir du moment où je sens que je peux faire plus, où je sens que je peux donner plus, c'est vrai que généralement, je vais proposer. Et c'est là où il a fallu que je fasse le bond vers l'entrepreneuriat. Mais c'était trop difficile pour moi parce que je pense que tous les entrepreneurs se reconnaissent là-dedans. C'est la peur de manquer d'argent, de se dire est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que ça va marcher. Et donc c'est ça qui m'a menée au burn-out en fait, c'est le fait d'avoir insisté pour rester dans des jobs salariés alors que ça ne me rendait clairement pas heureuse et la peur de me lancer. Et je pense que c'était la décision professionnelle la plus difficile que j'ai eu à prendre. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête de Marwa Cupif. Avec un parcours de vie extraordinaire, cette entrepreneuse, ancienne salariée, va nous montrer comment ses décisions l'ont amenée à toujours donner plus jusqu'au burn-out, et pourtant vont l'en faire sortir. Je vous laisse découvrir ça dans ce tout nouvel épisode. Bonne écoute. Parfait, ça va à l'aise ? Bah moi, je suis à l'aise devant la caméra, devant le micro, y a pas de souci, tu peux y aller. Super. Et Marwa, je suis déjà très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Écoute, moi je suis enchantée que tu m'aies proposé de participer au podcast. Merci à toi. Mais c'est avec grand plaisir. Et puis, on l'a déjà fait cet exercice sur un autre podcast, donc la com du micro, mon précédent podcast. Ouais. Et on avait déjà, c'est vrai qu'on en parlait là juste avant, on avait eu l'idée de créer un podcast ensemble, ce que je ne me souvenais plus du tout. Ouais. Donc mais par manque de temps, on avait laissé tomber. Ouais, c'est ça. Bon, un jour peut-être. Un jour peut-être, on ne sait jamais. Toute première question, mais tu as l'habitude de cet élément. Pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, je vais te proposer de te présenter. Qui tu es, Marwa ? Ok, alors donc je suis Marwa Cupif. J'ai 35 ans et je suis consultante en marketing digital. Mais je suis également prof en école de commerce, autrice et blogueuse. Juste ça. Juste ça. C'est justement, tu vois, c'est marrant parce qu'on touche tout de suite le cœur de ce que je voulais aborder avec toi, qui est, moi je t'ai toujours connu on s'est connus pour raconter un peu l'histoire, on s'est connus à Artefacto. C'est ça. Moi j'étais incubé là-bas, toi tu es arrivé en tant que salarié et on a sympathisé et puis on s'est toujours suivi entre-temps, on a toujours échangé tout ça et tout ça. Et toujours, ce qui m'a étonné, c'est le nombre de choses que tu fais en même temps. Ouais. Et tu trouves le temps. Ouais. Et ça, c'est dingue. C'est ce qui étonne toujours les gens et qui les pousse souvent à me questionner sur comment tu fais pour faire autant de choses et pourquoi tu fais autant de choses. Ouais. Et c'est marrant parce que, tu vois, on a toujours discuté. Moi, je t'ai connu direct à Artefacto. Et je suis remonté un peu dans ton historique LinkedIn, je ne vais pas te le cacher, pour préparer un peu ce podcast, et j'ai vu que ta première expérience date d'il n'y a pas si longtemps que ça, non, 2016. Effectivement, ouais. En tant qu'assistante commerciale. C'était ça, ouais. Comment tu es en arrivé là, en fait ? Alors, pour faire court, parce que c'est vrai que mon histoire est un peu longue, mais donc moi je suis arrivée en France il y a 10 ans, donc avant ça j'habitais en Suisse, etc. J'avais déjà démarré mes études dans divers domaines, parce que moi je me suis toujours cherchée, j'ai fait les lettres, puis je suis partie à l'école polytechnique, et quand je suis arrivée en France, en fait j'ai fait un BTS en tant qu'assistante de gestion. J'ai terminé ce BTS qui m'a pris 2 ans, j'ai travaillé dans une agence d'urbanisme et de paysage, mais voilà, après 2 ans j'avais fait le tour, je me suis dit qu'il y avait sans doute plus pour moi ailleurs, et donc c'est là que je me suis lancée dans un master en marketing et commerce que j'ai fait du coup en alternance chez Artefacto, où je suis arrivée en 2016. Donc c'est là
C'est comme ça que je suis en fait arrivée chez eux, parce que d'avoir fait 2 ans d'administratif, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. En tout cas, l'administratif, je m'ennuyais. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer le marketing et le commerce, et notamment le management, qui est un aspect qui m'intéressait. Et donc, voilà, je me suis lancée dans un master et j'ai eu la chance d'être acceptée chez Artefacto en alternance, où je suis arrivée en 2016. Et effectivement, j'étais sur un poste d'assistante commerciale et marketing. Et plus précisément, mon poste, c'était assistante de direction, en fait, auprès de la dirigeante. Première question. J'en suis pas à ma première question. Première interrogation qui me vient, tu vois, c'est que tu me dis, tu as fait un BTS plutôt centré sur l'administratif, avec une formation. Tu te rends compte que ça ne fonctionnait pas, ou que c'est pas ce qui vraiment te plaisait, ou que tu voulais faire autre chose. Qu'est-ce qui te fait dire, ok, moi je pars sur du marketing, sur un master. Enfin, c'est 2 choses différentes. Et complètement, pour être connaisseur de cette situation, pour avoir fait du droit, puis après être parti sur la vidéo, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours cherché ma vocation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont certains de vouloir faire avocat, médecin, travailler dans le marketing. Moi, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais exactement. Donc, mon expérience avec mes études, ça a été ça. C'est-à-dire que je testais des choses. Je me disais, ok, ça me plaît, c'est cool. Et une fois que je m'engageais dedans, au bout de 1 an, 2 ans, en fait, je me rendais compte que ça ne me passionnait pas plus que ça. Et moi, je fais partie des gens qui ne peuvent pas faire un métier pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne vivent pas pour travailler, ils ont un job qui les nourrit, où ils sont plus ou moins bien et ça leur va. Sauf que moi, c'est viscéral. Si je ne me plais pas dans des études ou dans un poste, j'ai besoin de changer. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée à passer de l'administratif au marketing, c'est que, effectivement, après avoir passé 2 ans à faire de l'administratif dans une agence où ça se passait très très bien, je les adorais. Pour moi, c'était un déchirement de partir. Mais je sentais que c'était pas pour moi, que intellectuellement je m'ennuyais, que j'avais besoin de plus et que j'en avais aussi sous la semelle. Et eux aussi étaient très tristes de me voir partir, mais ils m'ont dit « on sait que c'est mieux pour toi ». Et en fait, c'est en allant tout simplement au forum de l'étudiant, je crois que je sais plus, c'était un forum ou un salon, mais ça se passait à l'aéroport, vers la salle de Saint-Jacques-de-la-Lande à Rennes. Et là, j'ai été voir un peu les écoles de commerce. J'ai rencontré un directeur, pareil, c'était une rencontre un peu par hasard. On a discuté de mon parcours atypique et c'est lui qui m'a dit on serait intéressé de vous accueillir dans notre école. Et à l'époque, honnêtement, moi, je cherchais plutôt des formations orientées management parce que je me suis toujours intéressée au management d'équipe, mais il n'y avait pas vraiment de formation de manager. Donc, c'était le marketing et commerce pour devenir éventuellement manager d'équipe. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai atterri là-dedans par hasard. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça a l'air d'être pas une décision. Alors, il y a sûrement une décision qui a été prise, mais c'est presque avoir saisi une occasion, saisir un moment qui fait tiens. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est des rencontres qui font que on rencontre une personne, on échange et c'est une personne qui m'a donné une chance en fait parce que donc comme je disais, moi j'habitais en Suisse avant, donc j'avais fait déjà des études supérieures, mais en arrivant en France, il a fallu que je fasse des équivalences et finalement en sortie de BTS, il aurait fallu que je parte en licence même si j'avais déjà un niveau bac plus 3. Et la plupart des écoles étaient finalement enfermées dans ce côté administratif où ils m'ont dit si vous n'avez pas une licence, on ne peut pas vous admettre en master, il faut partir en licence d'abord. Et il y a ce directeur qui a vu mon parcours et lui il m'a dit franchement vu votre niveau vous allez vous ennuyer en licence, moi je vous intègre directement en master. Et c'est lui qui a fait une dérogation et qui m'a intégrée et donc c'était vraiment une opportunité que j'ai saisie, mais parce que c'est la rencontre qui a provoqué ça quoi. La rencontre est souvent moi dans mon cas je pense qu'on a des situations un peu similaires, ça a été souvent pas évocateur mais ça m'a toujours mené à des choses. C'est un déclencheur en fait. Voilà. Et après, il faut avoir aussi en face la personne qui croit en vous. Parce que, je veux dire, toutes les écoles avaient mon CV, ils avaient mon dossier, donc ils ont vu la même chose. Mais ils m'ont vu peut-être comme un énième élève, alors que lui, il a vu autre chose et il m'a dit moi, je vous intègre en master. Et donc, finalement, il m'a permis de gagner 1 année, ce qui était quand même cool. Et puis, voilà, donc c'était parti de là. Mais à l'époque, je n'étais pas forcément certaine que j'allais aimer le marketing. En fait, c'est juste que l'administratif, j'avais fait le tour. Et en école de commerce, je suis un peu procédée par élimination en me disant telle filière, c'est pas pour moi. Et finalement, le marketing et le commerce, je me disais pourquoi pas. Ça pourrait me plaire, en tout cas à la lecture des postes qui pouvaient y avoir à la suite de ça. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller dans ce domaine. Et je continue un peu dans l'histoire où tu arrives chez Artefacto. On se rend compte et tout ça, mais toi tu as une évolution assez rapide chez Artefacto. Tu passes d'assistante administrative et quand tu as quitté Artefacto
En 2020, je crois, ouais. 2020, tu sors en tant que responsable marketing. C'est ça. Alors, chez Artefacto, j'ai occupé 3 postes en 4 ans. Okay. Effectivement, en alternance, je suis arrivée en tant qu'assistante commerciale et marketing sur un poste d'alternance où je m'occupais d'épauler donc la dirigeante, de piloter des indicateurs autour de l'équipe commerciale, de gérer l'outil CRM. Donc voilà, plein de tâches très polyvalentes. J'ai effectué ça pendant 2 ans, mais déjà pendant mon alternance, voilà, j'ai montré que je pouvais faire plus que ce qu'on me confiait. Ça a toujours été mon cas. Je suis quelqu'un qui adore apprendre. Quand je fais les choses, je suis impliquée. Et donc, effectivement, Valérie, la dirigeante d'Artefacto, elle a vu ce potentiel en moi. Et encore une fois, quand j'ai terminé mon alternance, donc je lui ai fait part de mon souhait de rester, mais je lui ai dit que voilà, moi, le poste d'assistante commerciale, ça ne me convenait plus parce que j'avais besoin de voir plus. Et à cette époque, il y avait une opportunité sur un poste de chargé de développement international, puisque je suis bilingue en anglais. Et donc, elle m'a proposé effectivement de prendre ce poste-là. Et donc, pendant 1 an après mon alternance, je me suis occupée principalement du développement à l'export, mais aussi d'une branche de l'activité qui était la culture. Et voilà, après 1 an à faire ça, et donc suite à des événements dans l'entreprise, la responsable marketing est partie. Et moi, en plus de ces tâches-là, j'assistais pas mal le pôle marketing parce que j'avais en fait beaucoup appris auprès du prestataire qui nous aidait à mettre en place toute notre démarche inbound marketing. Ma formation m'avait également formée à ça, j'aimais beaucoup ça. Et pareil, sur une opportunité, sur des échanges avec Valérie, elle m'a proposé le poste de responsable marketing. C'est quelque chose qui m'intéressait déjà, mais pour lequel je ne me sentais pas forcément légitime de postuler. Et comme l'opportunité s'est présentée, j'ai dit oui. Et c'est comme ça qu'effectivement, je suis devenue responsable marketing, alors qu'au départ, je suis arrivée en tant qu'assistante dans l'entreprise. Et ce qui m'étonne toujours, c'est... pour avoir été dans ce statut. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, où tu arrives dans une boîte en tant qu'alternant. Alors, moi, j'ai pas fait de l'alternance, mais j'ai fait des stages, c'est la même chose. Et tu vas voir ta patronne et tu dis, moi, je veux continuer chez vous, mais pas dans le même poste. Ouais. Faut de l'aplomb, quoi. Bien sûr, oui. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux gens qui ne se plaisent pas là où ils sont, c'est que je dis, c'est vous qui créez les opportunités, en fait. Et comme je l'ai dit avant, moi, je suis quelqu'un qui est passionné. J'ai besoin d'être passionné par ce que j'ai fait. J'ai besoin d'être impliqué. Et en fait, à partir du moment où je sens que je peux faire plus, où je sens que je peux donner plus, c'est vrai que généralement, je vais proposer. J'ai toujours eu... cet aspect de ma personnalité où si j'estime que je peux apporter quelque chose, mais que ce soit dans le monde professionnel, associatif ou même dans un groupe d'amis, en fait je vais le proposer parce que en fait pour moi si on ne demande pas, en fait on peut pas avoir. Et donc j'ai toujours montré mon intérêt pour certaines choses. Ça ne veut pas dire pour autant que j'ai toujours eu la confiance que j'allais les avoir, parce que souvent, justement, alors moi je souffre du syndrome de l'imposteur, où j'ai jamais l'impression d'être à la hauteur, mais ça m'empêche pas quand même de proposer. Et donc effectivement, quand j'ai proposé ça à ma responsable, je savais que potentiellement elle pouvait me dire non. Mais au moins, je lui disais que j'étais intéressée. Je me disais comme ça, elle l'aura dans un coin de sa tête, et peut-être que le jour où il y a l'opportunité, qui sait, elle pensera à moi. Ouais, tu as tenté. Oui. Et moi, c'est quelque chose que je trouve très important, et c'est pour ça que je pense qu'on s'apprécie autant. C'est que moi, j'ai pas envie d'avoir de regrets. C'est ça. Donc, autant dire les choses, se planter si je me plante, et voir, au moins, j'aurais testé. C'est ça. Et là, moi, en fait, ce que tu dis, c'est, ça me fait quoi ça? Et ça me fait dire, quand tu as envie de quelque chose, demande, manifeste-toi, parce que si la personne en face ne sait pas que tu en veux cette chose, c'est ça. Elle peut te l'accorder parce que elle l'a deviné, parce qu'il y a une situation qui fait que, mais ça se trouve, elle peut ne pas te la donner parce qu'elle ne sait pas. Exactement. Elle voudrait te donner cette situation. Ouais. En fait, voilà, moi j'ai toujours été dans l'état d'esprit de me dire, il faut montrer son intérêt, ça peut intéresser ou pas, mais au moins les gens savent que on est disposé à faire telle ou telle chose. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai souvent... c'est vrai que dans mon parcours, on a tout le temps l'impression que
qu'il y a eu beaucoup de personnes sur mon chemin qui m'ont donné une opportunité, et c'est le cas, mais je les ai provoquées en fait ces opportunités, parce que quand je vais voir les gens, même quand j'étais assistante commerciale en alternance, finalement je leur ai montré que je pouvais faire plus que ce qu'ils me confiaient, et justement souvent je suis force de proposition, et parce que j'ai toujours eu soif en fait de faire plus, et du coup je pense que ça se voit dans mon tempérament. Moi j'ai gardé des très bons rapports avec tous mes anciens responsables que je revois de ma première alternance jusqu'à ma dernière expérience pro, et c'est vrai que ça les a tous marqués, parce que justement j'ai cet aspect de ma personnalité qui est de demander, de faire plus que ce qu'on me demande, et du coup je pense que quand on montre tout ce qu'on est capable de faire, ça permet aussi aux gens de voir tout ce qu'ils peuvent nous confier. Alors que quand on reste dans le cadre de sa fiche de poste, effectivement, on fait le travail qui nous est demandé, et puis ça s'arrête là. Et voilà. Ça me fait me poser la question, quelles sont tes valeurs ? Alors, mes valeurs, ça dépend. Sur le niveau professionnel ou personnel, il peut y avoir différentes valeurs. En tout cas, moi, j'ai une valeur qui est importante et que je promeux aujourd'hui dans mon activité, qui est l'éthique. Alors, éthique, on peut englober plein de choses. Moi, j'englobe l'authenticité. J'englobe le fait d'être au service des autres. Ça m'a toujours animée d'être au service des autres. L'implication, parce que quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié, je vais vraiment jusqu'au bout. Donc voilà, ça en tout cas, ce sont quelques-unes des valeurs qui m'animent. L'éthique, moi je trouve ça très intéressant. Alors, je comprends les valeurs et notamment l'implication à plein corps dans ce que tu fais. Mais l'éthique, je trouve que c'est pas toujours, c'est une notion tellement malléable que c'est pas toujours évoqué. Voilà, et c'est très subjectif l'éthique en fait, parce qu'on n'a pas tous la même éthique professionnelle. L'éthique pour moi, si je devais expliquer dans mon activité aujourd'hui, c'est par exemple d'être au service de mes clients pour les conseiller dans ce qui est au mieux pour eux, même si c'est pas forcément, par exemple, ce qui va être dans l'intérêt de mon entreprise. J'ai un client qui me demande conseil, par exemple, pour refondre son site internet. Je vais pas chercher à lui vendre une prestation à tout prix. Quand je vois qu'il n'est pas connaisseur, je vais le former, quitte à ce qu'il n'ait plus besoin de moi. Mais en fait, je tiens... moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est l'injustice. Et en fait, souvent, je rencontre des personnes qui ont été... qui se sont un peu fait avoir dans leur parcours par méconnaissance. Et notamment sur le digital, il y a énormément de choses. Je veux dire, un site internet, on peut le développer pour 3 000 € comme pour 15 000 €. Et souvent, j'ai face à moi des clients qui ne savent rien de tout ça. Le prix, ils ne savent pas s'ils doivent payer 1 000 € pour le site ou 15 000. Et souvent, justement, dans leur parcours, ils ont été confrontés à des professionnels qui les ont mal conseillés dans leur intérêt. Et moi, voilà, quand je parle d'éthique professionnelle, c'est que j'estime que nous, en tant que professionnels, c'est notre devoir de conseiller notre client en toute transparence et en honnêteté. Alors effectivement, on est aussi là pour faire du business, donc il y a les questions de marge, il y a des choses comme ça, mais voilà, moi ça c'est quelque chose où je sais que ça me... Encore la semaine dernière, j'ai échangé avec une cliente où je me rends compte qu'elle s'est fait avoir sur la prestation site web notamment, et c'est pas la première fois que je rencontre ce genre de pratique, et ça me met hors de moi, parce que je peux pas cautionner ces pratiques professionnelles. Et l'éthique pour moi c'est ça, enfin, en tout cas... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu porte cette valeur? Parce que moi je suis assez proche de ta valeur aussi. En plus on est sur des secteurs d'activité très similaires. Je rencontre aussi des cas comme toi, avec des clients qui ne savent pas chiffrer, qui vont se dire des fois on me propose un site à 3 000, des fois à 15 000. J'essaie d'avoir cette pédagogie aussi, mais tu vois, moi je parle de pédagogie. Je ne vais pas mettre le mot éthique, mais je pense qu'on se rejoint là-dessus. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à avoir cette valeur? Alors moi, je parle de la notion d'éthique, je pense que parce que pour moi, je me dis un professionnel qui est capable d'entourlouper son client à ce point-là, ça relève d'un côté un peu malveillant, malhonnête, que je n'apprécie pas. Et peut-être parce que de par mon parcours personnel, on m'a beaucoup tendu la main dans ma vie, et donc
quelque part, j'ai envie de rendre ce service à d'autres. Et puis voilà, après, je ne saurais pas expliquer. Chez moi, c'est vraiment viscéral et je n'aime pas l'injustice. Et sans doute parce que j'ai vécu des injustices, moi, dans ma vie, à titre personnel, et que ça vient résonner comme ça dans mon activité pro. On parle d'éthique, on parle de valeurs. Une question que j'aime bien poser, qui est très proche, c'est pourquoi tu te lèves tous les jours ? Pourquoi je me lève tous les jours ? Je me lève parce qu'il y a des choses qui me passionnent. Comme on l'a dit au début, moi j'ai multiples métiers. Et dans la vie, ce qui me passionne, c'est de pouvoir me nourrir de toutes ces activités. Donc ce qui va me pousser à me réveiller le matin, c'est ma soif d'apprendre, c'est ma soif de créer de nouvelles choses, c'est ma soif de rencontrer des nouvelles personnes. Je n'aime pas être dans la monotonie, j'aime bien aller de l'avant, j'aime bien innover, créer. Et voilà, tout ça, ça m'anime et ça me pousse en tout cas, à sortir de chez moi. Chose que j'ai d'ailleurs constatée et que je constate toujours aujourd'hui. Ouais. Je vais revenir un peu en arrière et revenir sur la période d'Artefacto où, comme je disais en introduction, tu m'as toujours un peu scotché sur le fait de... Bon, tu as un métier, un daily job, on va dire, donc un 9-18. À côté, tu étais blogueuse food. Tu faisais des recettes et tout. Et pour faire un peu alors pas de blogging, mais d'Instagram, moi, de mon côté, aujourd'hui, je me rends compte le temps que ça prend. Et encore, je ne fais pas les plats. Je déguste. C'est plus facile. C'est plus facile. Donc, et je vois déjà le temps que ça me prend. Et à côté, en plus, tu t'entraînes pour les marathons. Ouais. Et j'étais prof aussi en même temps. Et t'étais prof. Ouais. Comment Voilà, le cumul des mandats. J'ai toujours... en fait, moi, j'ai toujours eu soif d'apprendre plein de choses. J'adore apprendre des nouvelles choses et on y viendra plus tard quand on avancera dans la ligne de mon parcours professionnel. Mais en fait, j'ai toujours eu besoin de m'épanouir dans diverses activités et je dirais que c'est ça le carburant qui me nourrit pour faire tout ça. Parce que c'est vrai que souvent les gens me disent exactement ce que tu dis, mais comment tu fais tout ça ? Où est-ce que tu trouves le temps et l'énergie ? En fait, le temps, on l'a tous, c'est juste qu'on l'occupe différemment. Il y en a qui vont peut-être passer du temps à regarder des films ou des séries toute la soirée. Et il n'y a pas de mal à ça, chacun a sa passion. Il y en a qui peut-être le week-end, voilà, vont faire la grasse mat, traîner au lit, s'occuper des enfants, aller faire des balades. Et en fait, moi, j'ai toujours pris le temps pour faire ces choses-là. C'est que je suis passionnée par tellement de choses que... je sais que si je veux qu'elles soient réalité, bah, je trouve le temps de les faire. Et après, il y a aussi une notion de... globalement, sans être surdouée ni quoi que ce soit, j'arrive à faire les choses beaucoup plus rapidement que les gens. C'est-à-dire qu'une tâche que quelqu'un va accomplir en une journée, je vais être capable de la faire en une demi-journée. Mais parce que j'ai cette capacité à condenser en fait une activité pour pouvoir la faire de façon plus efficace sans perdre de temps. Et après, à une époque, je faisais beaucoup de choses, mais on y viendra parce que ça m'a conduit aussi au burn-out dans mon parcours professionnel. Mais en fait, je maximisais chaque heure de ma journée. C'est-à-dire qu'effectivement, le matin, je travaillais. Ensuite, sur le temps du midi, j'allais courir, prendre ma douche, je mangeais. Je reprenais le travail l'après-midi. Et en rentrant chez moi le soir, je rédigeais des recettes, etc. Après, pour moi, c'était pas une contrainte parce que j'aimais faire ça. Par exemple, le blog à côté. Mais c'est vrai que l'époque... école plus travail, en fait, je faisais mon 35 heures en 4 jours, du lundi au jeudi, et le vendredi, je donnais des cours à l'école. Donc, je faisais, on va dire, un 42 heures semaine, facilement, sans parler des heures à travailler, par exemple, à faire des corrections, des choses comme ça. Et avoir une vie en plus. Et avoir une vie en plus, parce qu'effectivement, de voir mes amis, passer du temps avec mon mari, c'était un rythme de vie assez chargé, quoi. Et peut-être on peut en parler tout de suite. Alors, oui. C'est vrai que ça faisait beaucoup de choses. Ça t'a mené au burn-out. Alors, c'était pas tellement le fait de faire plein de choses qui m'a mené au burn-out. C'était plus le fait que j'essayais absolument de trouver un métier, donc à vouloir rentrer dans une case professionnelle qui m'a menée au burn-out. Parce que, au contraire, la variété, ça ne m'a jamais dérangée. Moi, j'en ai besoin. Je ne peux pas fonctionner autrement. Et ce qui m'a menée au burn-out, c'est qu'effectivement, donc, comme on l'a vu dans mes études, j'ai à chaque fois essayé de trouver la voie.
parce qu'on nous dit, voilà, il faut trouver un métier, il faut se spécialiser. Finalement, chez Artefacto, en 4 ans, j'ai changé de métier. C'est pas pour rien. C'est qu'en fait, au fur et à mesure que le temps avançait, en fait, quand je suis dans un métier classique, salarié, au bout de 6 mois, je m'ennuie. En fait, au bout de 6 mois, j'ai fait le tour, j'ai compris tout ce qu'il y avait à faire. Il n'y a plus d'enjeu pour moi, il n'y a plus d'excitation, il n'y a plus de découverte et j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, c'est pas pour rien que j'ai évolué, j'ai beaucoup évolué pendant ces 4 ans chez Artefacto et j'ai eu la chance qu'on me permette aussi d'évoluer. Bon, de toute façon, je crois que sinon je serais partie. Et du coup, après Artefacto, donc j'ai rejoint Movency en tant que responsable marketing parce que donc moi j'ai démissionné durant le confinement et donc j'ai trouvé ce poste-là. Mais pareil, au bout de 2 mois, 3 mois, en fait, je tournais en rond. Parce que finalement, oui, quand on est dans un poste, on a des missions, on a notre train-train quotidien à faire et voilà, c'est toujours la même chose. Et moi, c'est ça que je ne supportais pas, sauf que je n'arrivais pas à accepter qu'il fallait que je quitte le salariat. Et c'est là où en fait, où il a fallu que je fasse le bond vers l'entrepreneuriat, mais c'était trop difficile pour moi parce que je pense que tous les entrepreneurs se reconnaissent là-dedans. C'est la peur de manquer d'argent, de se dire est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que ça va marcher? Et donc c'est ça qui m'a mené au burn-out en fait, c'est le fait d'avoir insisté pour rester dans des jobs salariés alors que ça ne me rendait clairement pas heureuse et la peur de me lancer. Et je pense que c'était la décision professionnelle la plus difficile que j'ai eu à prendre. Donc, si je reviens sur un peu ma timeline, donc tu quittes Artefacto, en plus en plein confinement. En plein confinement. Pourquoi se donner de la facilité? Voilà. Tu arrives chez Movency, tu restes à peu près 1 an, je crois. C'est ça. Alors, même pas. Je suis arrivée en juillet et j'ai démissionné au mois de septembre. Mais je suis restée 1 an, mais on y viendra après. Okay. Donc en fait, voilà, c'est que vraiment là, je voyais que psychologiquement, j'arrivais à ma limite par rapport au salariat. Donc c'était pas du tout par rapport à l'entreprise. C'est que moi, du lundi au vendredi, faire la même chose de 8h à 18h, je peux pas. Mentalement, c'est trop difficile pour moi. Et en fait, donc je suis arrivée en juillet chez Movency. Bon, il y avait aussi le facteur que j'avais beaucoup travaillé parce que j'étais encore une fois sur un poste de responsable marketing. J'avais toute une équipe à gérer, tout un produit à structurer. Donc, ça a été très formateur, très intéressant. Et puis, il y avait en arrière-fond, justement, ce côté qui s'ennuyait, qui avait besoin de plus. Et du coup, c'est ça qui m'a mené en fait au burn-out, qui était finalement... Moi, je le vois aujourd'hui plus comme mon corps qui me poussait à enfin admettre que le salariat, c'était pas pour moi. Donc, effectivement, je suis arrivée en juillet chez Movency. En fin septembre, je leur ai annoncé que je démissionnais. Donc, Et justement, et on parlera parce que l'histoire, pour la connaître un peu, est quand même marrante parce que tu as continué à travailler avec eux. C'est ça. Qu'est-ce qui, même si on a déjà un peu exploré cette partie-là, qu'est-ce qui te fait dire à un moment, ok, il faut vraiment que je passe. Il faut vraiment que je le fasse. Quel a été le déclic? En fait, mon burn-out s'est finalement présenté sous la forme de chute de pression. En fait, j'arrêtais pas de faire des chutes de pression, donc j'ai arrêté une première fois, j'ai repris le travail, ça recommençait. Et en fait, c'était plus une réalisation psychologique que ce qui générait cet état de mal-être chez moi, c'était que je ne voulais plus être salariée, que je voulais démissionner, mais que j'avais terriblement peur de enfin me lancer à mon compte. Même si j'avais déjà mis un pied dans l'entrepreneuriat en 2018, en du coup commençant à enseigner en école de commerce. Donc j'avais déjà ma structure juridique, j'avais déjà une deuxième rentrée de revenus qui arrivait par là. Mais là, c'était vraiment de me dire, ça y est, je démissionne de nouveau. Donc une deuxième fois pendant le confinement, sans filet de sécurité, parce que potentiellement j'allais annoncer à mon employeur que j'allais les quitter, mais j'étais pas sûre derrière d'avoir une mission, parce qu'effectivement ce que j'avais en tête c'était de me dire je vais démissionner, mais je savais qu'ils avaient encore besoin, donc je me suis dit il y a peut-être la possibilité qu'on travaille ensemble, mais j'avais aucune certitude. C'est juste que psychologiquement c'était devenu tellement difficile pour moi de continuer à endosser ce rôle de salarié qui finalement depuis des années je n'en voulais pas, mais après je pense que c'était intéressant pour moi quand même de passer par tous ces jobs parce que ça m'a permis de me former. Mais au final, si on résume mon expérience professionnelle, j'ai travaillé
au total 8 ans avant de me lancer à mon compte, donc c'est pas énorme en soi. Et donc voilà, c'était vraiment la peur de me lancer, mais en même temps cette urgence viscérale que je ressentais dans chaque cellule de mon corps et qui me disait lance-toi parce que là ce n'est plus possible quoi. C'est très marrant parce que tu vois, si je compare un peu par rapport à mon expérience, où j'ai fait à peu près le même saut, Ouais. même beaucoup plus rapide parce que moi j'avais même pas un an d'expérience d'entreprise. Je partais, enfin c'était la fin de mon stage et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est pas été du tout, je veux dire, maladif ou des choses comme ça, même si chacun a son approche, ça a été vraiment moi, je me rappelle d'une discussion avec mes parents. Pour expliquer un peu le contexte, je travaillais en Allemagne, j'étais juriste. T'as été juriste. J'étais juriste, D'accord. comme quoi. J'étais juriste, je travaillais sur la sécurité juridique, donc tout ce qui est compliance, dans une boîte qui est Orange et Deutsche Telekom réunis, donc une joint venture, et c'était vachement intéressant et j'adorais travailler. Mon patron était super, l'équipe était super. Et pendant toute mon année là-bas, j'ai travaillé sur un projet entrepreneurial avec mon ancien associé, où on se disait, ouais, pourquoi on ferait pas ça, 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 ça. Toujours un projet un peu vague. Ouais. Et je me rappelle que j'avais une première mission de 6 mois là-bas. Ça a été renouvelé, encore 6 mois. Donc super. Mais la deuxième partie, le deuxième 6 mois, on a une discussion très sérieuse avec mon associé. On se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le lance ou pas? Ouais. Et là, je me rappelle que mes parents viennent me voir quelques temps après. On se promène en forêt et ma mère me dit, mais c'est quoi l'entrepreneuriat? Parce que mes parents sont fonctionnaires et donc connaissent pas du tout ce monde-là. Et ils me disent, c'est quoi l'entrepreneuriat? Est-ce que elle me fait la résonance des mêmes craintes que tu avais. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi j'ai été pris d'une assurance dingue. Et je dis, non, mais tu sais, c'est pas grave. Puis je suis jeune, machin. Ouais. S'il y a un truc si ça marche pas, bah au pire, je retrouve un boulot et tout ça. Ouais. Voilà. Et ça, je me suis dit, c'est le moment le moment pivot où je me suis dit, ok, je me lance. Et après, avec mon associé, j'étais, ok, je me lance. On m'a proposé un contrat, alors un peu plus tard, pour travailler dans cette boîte, un CDI super bien payé et tout. J'ai fait, non, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et tu vois, c'est là où je trouve que les histoires sont très similaires. Alors, on n'a pas les mêmes causes. Oui, bien sûr. Mais on a cette réflexion de se dire à un moment, ok, voilà, là, il faut y aller. Et en fait, c'est vrai que moi, un peu comme toi, ce qui m'a longtemps freiné, c'était aussi, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est la même chose, c'est que moi, c'était vis-à-vis de mon mari, c'est que je me disais, lui aussi, il avait la crainte financière, évidemment. Il me disait, mais est-ce que tu es sûr de vouloir te lancer à ton compte? Parce que c'est vrai que dans un CDI, on a la confort de recevoir un salaire. Quand on est entrepreneur, on sait ce que c'est. Et du coup, pendant longtemps aussi, je me suis freinée par peur de aussi lui le décevoir et que effectivement que cette crainte financière se réalise. Mais c'est vrai que quand finalement dans ma tête je me suis dit c'est plus possible, j'ai été capable de lui dire ok, t'inquiète pas, ça va le faire, je vais y arriver. Et alors qu'avant ça, justement je restais un peu dans cette crainte de me dire mais comme un peu finalement toi tes parents qui disaient mais voilà, est-ce que t'es sûr de vouloir faire ça? Ce qui est marrant, c'est que c'est en fait même si tu vois, et c'est moi le but de mon podcast, c'est de se dire je veux comprendre la réflexion des gens. C'est ça mon but, moi, de rentrer dans la tête et de dire mais pourquoi. Et en fait, il y a certaines décisions, j'ai l'impression, où ça se fait. Alors, on avait toute une réflexion préalable. Ah bah oui. Je ne vais pas le cacher. Mais à un moment, c'est hop. Voilà, il y a le moment pivot où on se dit, c'est ça. Là, faut y aller. C'est vrai que parce que moi, l'entrepreneuriat, ça fait des années que j'y pensais. Quand j'ai commencé à enseigner, finalement, pour moi, c'était déjà la possibilité de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Et en fait, finalement, dans ma tête, je m'étais déjà fait plein de scénarios. J'avais réfléchi à comment, quelle activité j'allais pouvoir faire. Donc, tout ça, j'y avais réfléchi. Mais effectivement, arrive un moment où vraiment, on a ce moment fatidique où on se dit, OK, là, je suis prêt, il faut y aller. J'ai peur, mais c'est pas grave, je trouverai les solutions. Et là, tu me parlais de ta décision un peu Oui. Je vais peut-être qualifier la plus difficile de ces derniers temps. J'ai une question un peu similaire, c'est sur l'échec. Oui. En fait, j'ai pas forcément le souvenir d'un gros échec professionnel, puisque pour moi, j'ai profité vraiment de toutes mes expériences. J'ai adoré ça, ça a été très formateur. Et du coup,
c'est juste que voilà, à chaque fois, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, j'avais besoin de changer, de passer à autre chose. Donc, j'ai pas vraiment le souvenir d'un échec professionnel. C'est vraiment plus ce moment pivot où ça a été très dur pour moi parce que mentalement, je me suis beaucoup battue contre moi-même finalement pour passer à l'acte. Donc, aujourd'hui, j'ai honnêtement pas de déception professionnelle. C'est plus finalement, ouais, j'ai eu des expériences. Alors peut-être que j'en aurai à titre personnel parce que finalement, ça fait pas très longtemps que je suis entrepreneur. Ça va faire, en fin janvier, ça va faire 2 ans. Et j'ai pas, moi je suis à mon compte, je suis indépendante. Donc je pense que c'est aussi différent par rapport à des personnes qui lancent une entreprise où il y a beaucoup plus d'enjeux sur leurs épaules. Donc non, aujourd'hui, je dirais que j'ai pas d'échec, en tout cas, ou quelque chose où je me dis j'aurais dû faire différemment. Parce qu'en fait, mon chemin, il se construit encore aujourd'hui. Et tu vois, Mm. c'est un mindset, donc un état d'esprit qui est, moi, je trouve très intéressant parce que, en fait, tu pourrais me dire, ah ouais, j'ai eu cet échec, puis cet Oui. échec, puis cet échec. Voilà. Alors, si, maintenant que tu le dis, je pense à une chose, mais aujourd'hui, je ne le vois plus comme un échec. Mais en tout cas, avant, justement, je culpabilisais beaucoup par rapport au fait que j'ai souvent changé des études. Donc moi, j'avais commencé mes études en lettres, j'ai fait 2 ans, puis j'ai arrêté, je suis partie en école polytechnique, j'ai fait ça m'a pas plu. Après, quand je suis arrivée en France, finalement, j'ai dû recommencer mes études, j'ai fait un BTS, un master. Donc en fait, pendant longtemps, je me suis dit, mince, j'ai perdu beaucoup de temps à papillonner d'un secteur à l'autre, et moi, je l'ai souvent considéré comme un échec. Mais à l'époque, aujourd'hui, je le considère plus comme un échec parce que je sais que c'est le chemin que je dis prendre et que chaque expérience m'a apporté quelque chose. Aujourd'hui, peut-être que je ne fais pas de code, donc je pourrais me dire que l'école polytechnique, ça m'a servi à rien. Et ben, au contraire, quand je travaille sur un site web WordPress, je suis capable d'aller dans le code et de comprendre, même si je code pas, mais ça me vient de cette expérience-là. Et donc voilà, si je devais faire le lien avec l'échec, parce que quand tu en as parlé, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, mais j'ai pas toujours eu ce mindset-là en fait. Et bien justement, comment... C'est parce que Oui. c'est souvent des cas qu'on rencontre, c'est des gens Mm. qui se disent, ah j'ai des échecs, j'ai des échecs, j'ai des échecs, et qui, pour moi, ma vision, c'est un échec peut Oui. exister, j'en ai déjà eu dans ma carrière professionnelle, mais je me suis toujours dit, je me suis forcé à dire, ça va être plus Ouais. exact, je me suis toujours forcé à dire, ok, c'est un échec, mais comment je peux rebondir? Oui. Et tu vois, moi quand tu me dis, j'ai eu des échecs, mais aujourd'hui je les qualifie plus d'échecs, Oui. c'est comment tu as trouvé cet état d'esprit Ouais. qui fait que tu Que vois tu plus ne le l'échec vois comme un plus. échec. Ouais. En fait, je regarde ma vie aujourd'hui et je me dis, ok, si j'enlève cet échec-là, est-ce que ma vie, elle serait comme elle est aujourd'hui? Non. Donc, est-ce que finalement, j'ai envie que ma vie, elle ne soit... non, parce que ma vie aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Et en fait, c'est ça qui me fait changer de mindset. C'est que si je peux enlever... Si effectivement, si j'enlève cette chose et que ça changera à ma vie, peut-être que ça pourrait être un regret, parce que là, je pourrais me dire... Finalement, j'aurais pu faire autrement. Mais en fait, ces échecs-là, moi, aujourd'hui, si je les enlève, ça veut dire que ça modifie complètement mon parcours. Et mon parcours, je ne le regrette pas parce qu'il m'a extrêmement nourri. Et je pense que c'est ça qui fait que je ne regrette pas ce passé-là, parce que je ne peux pas le regretter si j'adore ma vie professionnelle aujourd'hui. C'est que si j'en suis là, c'est parce qu'il y a eu toutes ces décisions-là. C'est que moi, ça m'a permis de me comprendre. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, je voulais rentrer dans cette case des personnes normopensantes qui ont un métier, qui vont peut-être rester 5-6 ans dans un job stable, changer, voilà, quelque chose qui est plus considéré comme conventionnel. Mais moi, c'est pas mon cas. Je suis une multipassionnée, j'ai besoin de plusieurs métiers. Et en fait, ce parcours professionnel m'a permis de comprendre ça. Là où avant, je ne le comprenais pas et je me forçais à vouloir rentrer dans une case qui était trop petite pour mon esprit créatif, en fait. Et donc, si je résume, ou du moins j'essaie de redire les choses avec mes mots, Oui. c'est en fait en te sortant du stéréotype Oui. que souvent, on va dire, la société nous impose ou qu'il existe, de rentrer dans une case en sortant de ce cadre, toi en disant, en fait, ce cadre n'est pas pour moi et je vais me faire mon propre cadre. C'est ça. Tu as apporté un regard différent sur tes expériences passées et tes échecs ne sont devenus
finalement, pas des avantages, mais des des choses, ouais. des choses qui sont positives pour toi. C'est ça, en fait, c'est exactement comme tu dis, c'est que je me suis rendu compte que le cadre, en tout cas classique, était trop étroit, que je m'épanouissais pas dedans, donc je l'ai cassé et j'ai commencé à construire le mien. Et effectivement, ces expériences-là, c'est des enseignements. Alors oui, il y a toujours des situations où on se dit, si je devais la recommencer, je ferais différemment. Peut-être que je pourrais me dire, j'aurais pu fonctionner différemment pour pas me mener au burn-out. Mais si ça se trouve, si je l'avais pas eu ce burn-out, je serais jamais partie du salariat et j'aurais été malheureuse dans un poste salarié qui ne me plaisait pas. Donc en fait, voilà, aujourd'hui, j'ai pas de regrets en tout cas. Et c'est vrai que plus j'avance, plus j'arrive à construire mon cadre qui est très coloré et qui comporte énormément de cases. Et du coup, en fait, je le regrette pas. Et c'est vrai qu'en plus, ces expériences-là, j'ai énormément appris. Mon métier, aujourd'hui, il est inspiré de tout ce que j'ai connu en entreprise. Et du coup, je peux pas regretter, en fait. Ça a été des enseignements dont je peux me nourrir aujourd'hui et dont je peux nourrir mes clients aussi. Et justement, tu parles de tes clients. Donc aujourd'hui, tu as quitté le salariat, tu es passé à l'entrepreneuriat. Comment tu vis cette nouvelle vie ? Je la vis très bien par moments. Il y a d'autres moments où c'est stressant, je vais pas le mentir. Donc aujourd'hui, mon activité, elle est scindée entre 3 parties. Donc il y a 2 ans, quand j'ai quitté Movency, donc je me suis lancée, donc pour reprendre un peu la timeline, en fait, je me suis lancée en tant que consultante en marketing digital à mon compte. Parce que voilà, j'aime beaucoup le marketing, j'aime bien le mettre en place dans les entreprises. C'est juste qu'effectivement, une fois qu'on l'a mis en place, il n'y a plus de challenge. Et du coup, quand je travaille avec des nouveaux clients, ça me permet à chaque fois de recommencer à zéro. Et justement, c'est parfait. Quand ils n'ont plus besoin de moi, je forme les personnes en interne et je peux aller aider un autre client. Et donc, il y a 2 ans, j'ai créé mon agence, qui est l'agence Floraison. Donc, je suis consultante en marketing digital. J'accompagne mes clients, voilà, pour structurer leur activité sur le web, que ce soit les réseaux sociaux et leur site internet. Ma deuxième activité, c'est que je donne des cours à l'école de commerce et là, j'en suis déjà à ma 5e année. Donc ça occupe à peu près 2 jours par semaine. Et ma 3e activité, c'est que je suis autrice. J'ai écrit et publié un livre cette année et je suis déjà en train de travailler sur les suivants. Donc c'est vrai que j'ai pas de semaine type, si ce n'est le lundi où j'essaie d'avoir un semblant de cohérence. Mais mes semaines, ça va changer entre les cours, entre les rendez-vous clients, entre peut-être les présentations du livre, des salons, des choses comme ça. Donc voilà, finalement, c'est une activité pro assez variée en fait. Oui, mais c'est ce que tu recherchais. C'est ce que je recherchais. Alors, du coup, je m'épanouis parce que j'ai ce que je veux, la variété. Par contre, la difficulté, et je te le disais quand on venait là, c'est que des fois, c'est difficile de s'organiser. Parce que ça fait plein de choses différentes. Donc, ça demande une certaine gymnastique cérébrale. Des fois, il y a des semaines qui sont fatigantes parce que tout va tomber en même temps. Et voilà, je veux être disponible pour mes clients. Je ne vais pas leur dire, non, cette semaine, j'ai 2 jours de cours, je suis en salon, donc je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est hors de question. Le client ne l'entend pas, ça. Voilà, et moi, je n'ai pas envie non plus de fonctionner comme ça parce que j'ai envie d'être disponible pour eux. Donc ça demande une certaine gymnastique. Il y a des semaines qui sont fatigantes, mais honnêtement, je m'amuse beaucoup. Et après, voilà, c'est comme tout le monde. J'ai des hauts et des bas, j'ai des moments de doute où je me dis, où j'ai peur, où je me dis, est-ce que mon activité va me permettre de continuer à vivre ? Est-ce que je vais pas devoir reprendre un job salarié à un moment parce que je ne génère pas assez de chiffre d'affaires ? Après, voilà, c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat que chaque entrepreneur peut témoigner. Par exemple, cet été, j'ai eu un gros coup de mou parce que j'ai eu extrêmement peur pour la suite parce que l'activité était calme. Finalement, là, c'est reparti de plus belle. Donc, maintenant, j'essaye plutôt de m'habituer à ces montagnes russes-là. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est salarié, voilà, on a notre salaire qui tombe tous les mois, donc on n'a pas cette crainte-là. On peut avoir d'autres craintes par rapport à si ça se passe bien en entreprise ou pas, le manager, nos envies d'évolution. Mais quand on n'a que nous-mêmes, quand on sait que c'est ce qu'on fait qui nous génère du revenu, c'est vrai que c'est beaucoup plus flippant. Je peux en témoigner. Pour l'avoir vécu, c'est vrai. Et je vais toujours dans cette idée de comprendre ton raisonnement, c'est... moi, ce que j'associe souvent, c'est une prise de décision aussi à des organisations. Oui. Comment on s'organise, c'est souvent pour moi des schémas très similaires. Et tu vois, là, tu me dis, aujourd'hui, moi, j'ai
3 activités Oui. qui sont très prenantes, presque un job à plein temps pour en fait presque chacun. Mais en étant prof, je connais le métier de prof et ce Oui. que ça implique. Comment toi, tu arrives à t'organiser aujourd'hui Oui. pour te dire, ok, je suis sereine sur ces 3 activités? Ouais. Alors, j'essaie quand même, comme je disais, d'avoir une cohérence sur mes semaines. Donc, par exemple, le lundi est dédié à mon lancement de semaine. C'est là où je vais justement prendre mon agenda, regarder ce que j'ai prévu dans la semaine, les impératifs clients, les cours que je vais devoir dispenser. Je vais envoyer les mails importants, répondre aux choses urgentes. Je vais vraiment poser ma semaine. Et justement, comme les semaines ne se ressemblent pas, c'est vraiment le lundi qui me permet de lancer tout ça. Et après, je vais fonctionner par des créneaux que je bloque en fait. Donc par exemple, les journées de cours, voilà, je suis en cours toute la journée. Dans tous les cas, mes cours, ils sont prêts à l'avance. Généralement, j'y travaille l'été ou pendant les vacances de Noël, donc j'ai déjà mes supports. Et après, bon, c'est juste de la préparation. Enfin, après 5 ans, maintenant, même si je fais évoluer mes matières, je connais mon sujet par cœur. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est acquis. Après, par rapport à mes clients, en fait, ce que je fais, c'est que je bloque des rendez-vous. Moi, il faut que je bloque des créneaux de travail. Et mon agenda, il est vraiment, on va dire, mon emploi du temps, il est rythmé par ces créneaux que je bloque. Alors moi, je me bloque des créneaux de repos aussi. Parce que, Très bon point. voilà, je me bloque des créneaux de repos et je me bloque des week-ends de repos aussi. Parce que, à titre personnel, enfin là, on parle du pro, mais à titre personnel, on est aussi sollicité par les amis, la famille. Donc voilà, moi, je fonctionne comme ça. Je bloque des créneaux de travail, je bloque des créneaux de repos, je bloque des créneaux de créativité et je bloque des créneaux de travail avec mes clients. Et comme ça, en moi, ça me permet d'avancer en fonction des priorités de la semaine. Donc, le lundi, planification, mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin, les rendez-vous, l'école, et vendredi matin ou après-midi, selon la semaine, c'est là où je fais un peu le bilan, que je rattrape ce qui n'a pas été fait. Voilà, c'est à peu près mon organisation désorganisée. Qui est quand même très organisé. Ouais. J'adore l'organisation. C'est pas pour rien que j'ai fait assistante de gestion, c'est qu'il y a quand même un côté très rigoureux que j'ai et que j'aime bien. Ce qui est très marrant parce que, tu vois, là, on différencie beaucoup. Où moi, dans mon poste, alors je suis plus entrepreneur, je suis salarié aujourd'hui, moi j'ai fait un peu le chemin inverse. Alors déjà j'ai une boîte qui me permet de m'organiser comme je veux et un poste qui me permet de m'organiser comme je veux. Bon, dans la contrainte de clients, des choses comme ça, c'est sûr. J'ai des projets annexes comme par exemple ce podcast qui n'est pas du tout lié à mon entreprise. Mais par contre, je m'organise, tu vois, moi mon agenda, toutes les semaines il est différent. Et j'ai pas de redondance de dire voilà, le lundi je planifie ma semaine, moi c'est, il y a des semaines où je vais avoir des rendez-vous toutes les heures. Il y a des semaines où je ne vais plus rien avoir. Et je m'organise vraiment différemment pour prendre mes décisions. Et c'est là où j'adore voir ça parce que ce que toi, tu m'évoques, ton fonctionnement, me conviendrait pas. Parce que je sais que le lundi, je tiendrai. J'ai déjà essayé de me bloquer des créneaux pour faire ça. Et en fait, je n'arrive pas à les tenir. Alors, je te rejoins là-dessus dans le sens où moi, j'essaye de mettre en place une organisation, mais honnêtement, il y a des semaines où c'est chaotique. Donc, dans un monde idéal, j'aimerais bien qu'effectivement, le lundi, ça soit aussi rigoureux que je l'ai décrit. Mais en réalité, quand j'ai un client qui m'a envoyé un mail le dimanche parce qu'il a un coup de panique par rapport à quelque chose, en fait, finalement, mon lundi matin, il va se transformer en gestion d'urgence pour ce client-là. Quand j'ai une réunion, par exemple, des fois, les cours sont généralement prêts et des fois, ça m'arrive aux dernières minutes de devoir modifier un truc. Et du coup, finalement, donc, dans un monde idéal, j'aimerais bien que le fil rouge soit plus organisé que ça. En réalité, c'est quand même, on va dire, c'est quand même l'actualité qui dicte l'emploi du temps. Et d'ailleurs, c'est là où j'envie mes clients que j'accompagne parce que moi, je suis là pour leur apporter cette rigueur qu'eux, ils n'arrivent pas à avoir par le coaching, etc., par exemple. Et moi, de vrai, je me dis, je devrais avoir quelqu'un comme moi qui me coach et qui vient me donner la rigueur parce qu'en fait, on arrive toujours à l'appliquer pour les autres, mais pas pour soi. Toujours. C'est dingue, ça. Le cordonnier mal chaussé, voilà. Et j'aime bien cette honnêteté que tu as de dire, voilà, dans le monde idéal, je fais comme ça, et alors qu'en réalité, c'est comme ça. Parce que souvent, et pour écouter souvent des podcasts d'entrepreneurs ou de personnes, ils disent, moi je fais ça. Et puis tu as l'impression qu'en fait, ils dérogent jamais. Et pour en avoir
connu beaucoup d'entrepreneurs, pour avoir baigné dans ce monde-là, ou de salariés, ou des choses comme ça. En fait, on se rend compte que... Alors, il y a des gens qui ont des plannings, qui ont des structures super bien établies et qui arrivent à peu près à les tenir, mais il y a toujours de l'impondérable, de l'imprévu, quoi. Exactement. Et en fait, moi, justement, si je peux faire autant de choses que je fais aujourd'hui, bah, je dois être flexible. Je peux pas, justement, être enfermée dans un emploi du temps rigide qui bouge pas, parce que sinon, je pourrais pas combiner tout ça et être réactif à toutes les demandes, quoi. Oui. Je vais te poser une dernière question. Oui. Enfin, 2 dernières questions. On parle justement un peu d'organisation, de choses comme ça. Toi, donc mon podcast, c'est vraiment destiné à rentrer dans la tête des gens et à comprendre comment les gens réfléchissent et comment prennent des décisions. Toi, quel conseil tu donnerais pour dire prenez ces décisions ou réfléchissez comme ça? Ouais. Alors, moi, je suis convaincue d'une chose, c'est qu'on ne prend pas tous les décisions de la même façon. Moi, je suis quelqu'un de très intuitif et généralement, ma première intuition est la bonne. Et justement, si je me mets à trop réfléchir, mon cerveau rentre dans l'équation et là, c'est plus du tout bon pour moi. Donc moi, par exemple, pour prendre des décisions, je sais que je dois vraiment suivre mon intuition. Après, il y a des personnes qui sont beaucoup plus cérébrales, qui ont besoin de, peser le pour et le contre, de réfléchir. Donc, je dirais que les gens, en tout cas, devraient écouter leur langage primaire. Qu'est-ce qu'instinctivement ils feraient? Est-ce que justement, quand ils prennent des décisions à l'instinct, c'est ce qui fonctionne le mieux pour eux, alors il faut continuer à faire ça? Ou est-ce qu'au contraire, quand ils le font à l'instinct, justement, souvent ça finit en catastrophe et que il devrait prendre plus de temps pour réfléchir. Donc je dirais que ça, chacun sait plus ou moins comment il fonctionne. Et moi, justement, par le passé, j'essayais de trop intellectualiser les choses, justement parce que je réfléchissais énormément, que je me posais plein de questions. Donc j'essayais d'intellectualiser les choses et de prendre mes décisions de façon rationnelle. Mais en fait, ça ne marche pas du tout pour moi. Moi, c'est vraiment à l'instinct. Et généralement, c'est vraiment d'écouter mon intuition. Et généralement, c'est la première intuition qui est la bonne. Voilà. Je vais poser la dernière question. Oui. Qui est exactement pourquoi mon podcast s'appelle Pourquoi. Pourquoi tu donnerais ce conseil? Pourquoi je donnerais ce conseil? Je dirais que et là je parle pour mon vécu personnel, depuis que j'ai commencé à fonctionner comme ça, en fait tout est beaucoup plus fluide, je suis beaucoup plus épanouie, et je me fais beaucoup moins de nœuds au cerveau. Et j'ose plus faire les choses vraiment en accord avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce qui me fait plaisir, avec ce qui me permet de m'épanouir. Et c'est ça aussi peut-être qui me permet aujourd'hui de ne pas voir mes échecs comme des échecs, parce que finalement, j'apprends à m'écouter et donc finalement, j'apprends à fonctionner exactement comme je devrais fonctionner et pas comme dans un fonctionnement type que la société a imaginé pour moi. Écoute Marois, merci de m'avoir laissé rentrer un peu dans ta tête. Écoute, merci à toi pour ces échanges, c'était vraiment super intéressant et ça m'a aussi permis moi finalement de découvrir un bout de ton parcours, parce que même si on se connaît depuis longtemps, finalement il y a plein de choses que j'ignore sur toi. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter? Alors, sur mon aspect de mon activité, donc le marketing, l'enseignement, donc moi je suis sur LinkedIn où je communique beaucoup, donc Marois Cupif, donc mon site web www.floraison.com, Floraison Floraison. Et sinon, pour mon activité d'autrice, c'est Marois Rocher sur Instagram. Voilà. Et allez lire le livre. Le Marathon vers la liberté, qui est distribué sur Amazon, la Fnac et dans toutes les librairies. Super. Voilà. Merci beaucoup, puis à très vite. À très vite François, merci à toi. Salut. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.